Salut tout le monde, Bruno. On est le 20 décembre, dans 4 jours Noël. Il fait très froid ici. Pour les autres qui sont à l'extérieur, j'espère que vous avez du soleil. Sinon, sur les marchés financiers cette semaine, ça s'est bousculé. Il y a eu les annonces de la Fed de Jerome Powell, le fonds minute sur lequel on a parlé des politiques monétaires et tout. Puis aussi, on voit un petit peu qu'est-ce qui se produit aux États-Unis. Le 20 janvier, M. Trump embarque pour de vrai dans son rôle de nouveau président. Donc, à ce moment, M. Biden, lui, de son côté, est très silencieux. Et puis, d'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Entre autres, là, il y a un débat sur le plafond de la dette aux États-Unis. Donc, c'est comment le gouvernement peut emprunter. Normalement, c'est soumis à la Chambre pour qu'on débatte de ce que le gouvernement peut faire ou pas. M. Trump veut faire porter l'odieux l'élévation de la dette à l'équipe Biden, qui, elle, semble se dégager un petit peu de ces considérations-là en ce moment, pour laisser Trump en début de mandat avec ce problème-là. C'est un problème, en fait, qui est récurrent. Souvent, on voit que gouvernement après gouvernement, année après année, on se bat toujours à propos de cette fameuse dette-là. Il y a des périodes où même l'État est en shutdown. Ça impacte beaucoup de monde. Et puis Trump, actuellement, lui, il voudrait augmenter, il voudrait éliminer cette obligation-là de faire des demandes pour l'élévation de la dette. Donc, c'est drôle parce que, évidemment, quand M. Trump est en opposition, c'était très différent son discours par rapport au gouvernement qui demandait plus de flexibilité. Lui, il jouait du marteau à ce niveau-là. Il n'était pas très favorable à ça, mais là, il rentre en contrôle, il prend le contrôle. Puis, il ne veut pas, évidemment, vivre les aléas, les contraintes que ses prédécesseurs ont vécues. C'est typiquement Trump. Maintenant, dans le Parti républicain, il y a beaucoup de bisbilles. Et puis, il y a des vieux de la vieille qui ont été élus par, évidemment, leurs constituents, les gens qui leur font confiance. Et eux, ce qu'ils disent à Trump, c'est, regarde, nous, on ne veut pas donner un billet en bilan comme ça au gouvernement, malgré le fait que ça va être des républicains qui vont gérer. Donc, actuellement, il y a peut-être plus de 30 personnes qui sont en dissension par rapport à ce que Trump dit à ce niveau-là. Donc, ça commence bien. Il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. Excusez-moi, il y a aussi beaucoup d'autres problèmes qu'on peut percevoir pour les prochaines semaines, prochains mois. Le gouvernement, quand il va rentrer en poste, ça ne sera pas du tout cuit. Il y a des crises. Il y a Israël, dont on ne parle plus pratiquement, mais la tuerie, le génocide se poursuit. Il y a l'Ukraine. D'ailleurs, cette semaine, l'Ukraine a assassiné un général russe. Donc, M. Poutine, actuellement, est sous pression. Même si les Russes ont des avancées en Ukraine, le prix à payer est énorme. Puis, l'administration Poutine, du moins ce qu'on en sait, ce qu'on en dit, serait sous pression. M. Poutine est moins solide dans ses bottes qu'il l'était il y a plusieurs mois auparavant. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'on n'est pas encore en Occident en train de spéculer? Il y a eu tellement de spéculations depuis le début de la guerre en Ukraine. Je me souviens, par exemple, dans le réseau français, où à un moment donné, on disait une chose et son contraire à l'intérieur d'une seule semaine. Donc, le général Trinquant qui disait quelque chose, puis 2-3 jours après, finalement, on revenait un petit peu sur ce qui avait été dit antérieurement pour dire que Poutine était fou, puis qu'il était sur l'article de la mort. Après ça, que leur économie allait s'écrouler, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceci étant, il y a une part de vérité là-dedans, c'est que l'économie russe s'est transformée en économie de guerre. Les Russes vont avoir des gros problèmes économiques à court, moyen, long terme. Et ils ont un problème aussi au niveau démographique et ils ont perdu beaucoup de monde. Puis au sein de la société russe, il y a des gens, évidemment, plus il va y avoir de morts, plus les gens vont commencer un peu à se rebeller. C'est normal. Aux États-Unis, M. Musk, lui, voudrait faire le ménage. Il va passer vraiment là, toutes les officines du gouvernement. Il va faire une espèce de travail pour voir dans quelle mesure on dépense trop. Et puis, c'est presque sûr que c'est les petits gens qui vont être impactés par les mesures de Musk. Souvent, quand on arrive avec des grands plans comme ça, où on a l'intention de réinventer le monde, ça se termine souvent dans le mur, en catastrophe. Puis Musk, aussi intelligent soit-il selon certains, à mon sens, c'est un crétin savant, c'est le mur assuré. Donc, c'est le topo.
c'est le monde dans lequel on est. On termine l'année comme ça. Hier, les marchés américains ont monté. Le discours de M. Powell y est pour quelque chose. On ne contrôle pas actuellement l'inflation et puis on va baisser malgré tout. Donc, il y a des pressions politiques là-dessus. On va baisser quand même les taux d'intérêt. Mais M. Powell, on sent qu'il n'est pas très chaud pour ça. Il va le baisser 2 fois cette année, selon lui. Et bon, tout ne va pas si bien que ça. D'ailleurs, ceux qui tradent les stocks, vous avez pu voir qu'au niveau du S&P 500, ça a été une chute libre. Il y a 2 jours, les marchés étaient rouges. Je n'ai pas eu souvent cette vision d'apocalypse là quand je regarde un heat map. C'était rouge, à l'exception d'un petit point vert. Je ne l'ai pas identifié. Mes yeux ne sont pas très bons, puis ce n'était pas pertinent pour moi. Mais je vous jure, sur le heat map au complet, il y avait un petit point vert. Si on regarde aujourd'hui le heat map, ben, on va voir que les choses sont quand même... c'est différent. D'ailleurs, on va amorcer le partage avec vous. On a donné beaucoup d'informations dans les derniers mois sur les positions qu'on aurait prises, qu'on pensait que le marché allait faire. Puis, je vous convie de faire vos chiffres vous-même, faire vos calculs. On a eu raison au moins à 80% du temps, pour ne pas dire plus. Donc, je vais vous montrer présentement le heatmap. Je m'apprête là. OK. Ça ne sera pas très long. Parfait. Donc, aujourd'hui, c'est une journée qui est plus relaxe. Vous voyez que c'est plutôt positif, hein? Il n'y a pas beaucoup de rouge. Si il y a quelques jours, on était dans le rouge fluo, là, on est dans le vert, puis dans le vert pâle, qui est un signe là, de très bonne progression, plus de 3%. Puis dans le vert foncé, qui est souvent 2% ou un petit peu moins. On est là. Toutes les sphères, tous les secteurs du S&P 500, donc de l'économie américaine, parce que les 500 plus grosses compagnies du S&P 500 sont prises à l'aveugle, autant sur le marché du NYSE que le Nasdaq. Et vous voyez là, que globalement, les 500 plus grosses compagnies vont très, très, très bien aujourd'hui. Et globalement, l'économie, quand on l'observe du point de vue technique avec les indices, on est encore dans une espèce de montée fulgurante. Donc, de ce point de vue-là, ce que je vous disais tout à l'heure n'est pas très, très pertinent. Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des problèmes, puis ça commence à agir, mais c'est comme, il y a toujours un ajustement entre la réalité et les marchés. Parce que les marchés sont constitués beaucoup aussi de ce qu'on veut bien croire, puis ils peuvent être soutenus à un moment donné, un certain temps après la catastrophe, par des gros joueurs qui ont avantage à se maintenir aux commandes, puis ça peut lancer des faux messages par rapport aux retail traders. Et puis, bon, on se retrouve à ce moment-là dans une situation un peu comme dans les cartoons quand j'étais jeune. Le coyote dépasse la fin de la montagne par à peu près 10 pieds, puis il y a 2-3 secondes qui s'écoulent avant qu'il chute. Mais les marchés, des fois, ça peut être comme ça. Aussi, ça peut être très, très radical à d'autres occasions. On se comprend qu'il n'y a pas de scénario type. Nous, notre rôle, comme je l'ai dit souvent, c'est pas d'avoir raison sur quoi que ce soit, c'est plutôt d'être prêt à peu près n'importe quoi. Je vais vous ramener vite fait sur NVIDIA qu'on avait observé et par rapport auquel on a dit beaucoup de choses et on a eu raison. Donc, NVIDIA, OK, on va se mettre en 4 heures. Donc, on avait annoncé, si vous regardez notre dernière vidéo, on a parlé souvent de NVIDIA, mais dans différents contextes. Donc, on annonçait passer là, cette ligne-là qu'il allait avoir une chute. C'est pas étonnant. Il y avait un Head and Shoulders, pour ceux qui connaissent les figures chartistes. Il y avait un Head and Shoulders qui laissait prévoir, peut-être, il n'y a jamais de certitude en trading, c'est le marché qui va nous donner l'information. Donc là, je le dessine au mieux, là. Puis là, on est descendu ici. Donc, on a fait une très bonne correction. Rien de plus, rien de moins. Donc, c'est normal dans un titre qui a progressé comme NVIDIA cette année, c'est normal à un moment donné qu'il y ait une correction un petit peu plus sévère. Est-ce qu'on est revenu baissier? Bien, absolument pas. On repart à la hausse bientôt. Je ne crois pas que cette correction-là
nous amène beaucoup plus bas que ça. On pourrait venir jouer un peu plus bas, mais remonter rapidement. Donc, on est en chemin vers une remontée. Ce qui va être intéressant ici, c'est de trouver le point d'inflexion, quand ça va se retourner, point de renversement, pour pouvoir prendre position puis en profiter. C'est le but du trade. Donc, si vous tradez avec des options, vous pouvez prendre des positions sur plusieurs time frames. Le time decay peut être... Vous pouvez prendre plusieurs positions sur des dates différentes. Excusez-moi, il faut bien articuler. Et puis, pour ceux qui tradent ça au jour le jour, je vous dirais qu'il y a probablement, en intraday comme en petit swing, des belles positions, des belles possibilités sur NVIDIA. On va regarder Meta, vite fait. Donc, si on regarde Meta, une autre compagnie qui, en quelques mois, a fait des miracles, parce que souvenez-vous que Meta était retombé autour de 85 pièces, 88 pièces, il y a à peu près un an. Puis, évidemment, quand on est remonté, dans cette zone-là ici, moi, j'en ai parlé à beaucoup d'amis, parce que c'est juste des échanges, c'est pas des recommandations absolues, c'est tout simplement des idées que j'aimais. Je disais à mes amis, allez-y, achetez, c'est intéressant. De mon point de vue, on va remonter. La compagnie est solide malgré les problèmes qu'elle a eus. Puis on a vu très rapidement qu'après une séquence qui était assez désastreuse, qui les ont fait passer, là, de plusieurs, on était même au top, je crois. Attendez un peu, je vais essayer de trouver le bon graphique. Donc, c'est ça. Quand on s'est mis à descendre, là, si on se met en weekly pour avoir une meilleure observation, on s'est mis à descendre à peu près ici. Très choquant quand je touche mes bébelles puis que ça va pas comme je veux. Ça me donne envie de prendre mon écran puis de la tirer dans le fleuve. Bon, OK. Donc, ça ici, belle cassure, hein? Price action solide. Une remontée spectaculaire. Donc, entre le ISI, quand on a commencé à perdre nos plumes, puis le Oslo, il y a eu un méchant déclin. Puis après ça, la compagnie est repartie. Donc, il y avait des occasions. Il y a toujours en trading plusieurs optiques sur les positions qu'on peut prendre sur un même stock. Tu peux être long terme, tu peux être moyen terme, tu peux être court terme, tu peux trader tout simplement les stocks. Tu peux aussi prendre position avec des options. Sur le marché comme ça, c'est la façon qu'on travaille normalement. Si on regarde maintenant USD GPY, titre sur lequel je suis à trader présentement, un compte PAM. Donc, moi, sur ça ici, excusez. On va recommencer, je pense. OK. Donc, dans les dernières heures, on est remonté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je dis dernières heures, c'est dernières heures, mais plutôt dernière journée. Si on se met, admettons, en daily, vous allez le voir comme il faut. Donc, pour répéter quelque chose pour ceux qui seraient nouveaux là, sur notre chaîne, moi, j'avais pris position à peu près à ce niveau-ci, en haut du channel ici, là, le channel que j'ai dessiné ici. Là. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il représente. J'avais pris des positions ici, cet été, en vertu d'une hausse. Je croyais qu'on allait monter jusqu'à 165. Et il y a eu la Banque du Japon a pris des mesures pour faire face finalement à leurs problèmes. Et ça a amené ce genre de correction-là sur le marché américain. Évidemment, il y avait la Banque du Japon, puis il y avait aussi d'autres éléments qui ont contribué à cette chute-là. Auparavant, on avait monté beaucoup, beaucoup, puis vous allez voir qu'on a été plusieurs années dans un même range. Donc, on est descendu, puis après ça, il y a eu un renversement solide. Puis depuis ce temps-là, on a recommencé à remonter. D'abord ici. Donc, d'abord ici. Puis ensuite, on est remonté. Correction. Une correction dans la correction, c'est le cas de le dire. Puis là, on est reparti de plus belle. Puis dans les derniers jours, dont hier, on a une journée spectaculaire.
Aujourd'hui, on corrige. Donc, c'est très, très, très probable qu'on rentre dans cette zone-là pour éventuellement réatteindre notre ISI ici. Moi, j'ai 20 lots ici. Donc, c'est une position qui est lourde, 20 lots. Et puis, plutôt que de fermer ma position, parce que ça allait vite cette journée-là, je ne croyais pas qu'il y ait une rétraction aussi grande qui se fasse, j'ai laissé aller la chute. Je l'ai laissé aller jusqu'à ici, à 158 $ et des poussières. Donc, pour pas, évidemment, là, j'accumulais une perte qui n'était pas concrétisée parce que je n'avais pas fermé ma position. Je la laissais glisser. J'avais quand même dans mon compte un bon montant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ici 20 lots. Les 20 lots que j'ai pris en haut, là, à la ligne ici, je les ai pris en 2 fois. Donc, 10 lots, à peu près au même niveau, avec un petit décalage. Puis en bas, ben, j'ai pris 20 lots. Si ici, j'étais 20 lots long en vue d'une montée, ici, j'ai pris 20 lots short. Et là, ce que ça a fait, c'est que dans mon compte, ce qui a été perdu durant la chute est gelé. Donc, j'ai la possibilité de le récupérer parce que j'ai protégé ma position, j'ai hedgé ma position. C'est un hedge dangereux, ce que je fais là, parce que ça me coûte de l'argent, semaine après semaine, il y a des frais. OK, qui se sont accumulés. Et dans mon compte, si supposons, on prend un exemple, si supposons j'ai un compte de 100 000, bien, cette chute-là va avoir pris une partie de mon capital, puis va l'avoir gelé. Donc, admettons que 60 000 est gelé sur 100 000. Donc, il me reste 40 000 de liquidité. C'est pas génial, c'est pas une bonne façon de gérer les choses, mais c'est pas une perte qui est confirmée encore. Donc, ce que j'ai fait, moi, à partir du moment où on est descendu en bas ici, c'est que je me suis mis à faire des trades avec 1, 2, 3, 4 lots, gros max, pour construire ma liquidité, OK, puis éventuellement faire face à la réouverture de mon hedge. Donc, autant dans la chute que dans la remontée, j'ai pris des positions intraday, d'un fois souvent une moyenne de 10 heures. D'un fois, j'étais petit swing, une journée ou deux, mais très rare. Donc, j'ai fait ça again and again. Puis là, ben, je me rapprête évidemment à réouvrir le hedge. Étant donné qu'hier, on est monté beaucoup, puis qu'on est venu à côté, c'est le cas de le dire, là, on est venu très, très proche de 158 300, OK? Bien évidemment, je me préparais à réouvrir le hedge partiellement ou en totalité, parce qu'on n'est pas obligé nécessairement de l'ouvrir avec les 20 lots. Parce qu'imaginez-vous, si vous percez la zone clé, où vous avez votre hedge, OK, vous percez la zone, vous enlevez votre protection, OK? Donc, si le titre, après ça, recorrige, bien, dans votre compte, ça continue à descendre. Ce n'est pas encore une perte confirmée, mais ça continue à descendre et vous avez déjà une pression qui est très, très grande dans le compte. Donc, il faut faire attention. Tout est question de timing, momentum. Donc, moi, ce que je voulais hier, c'était justement qu'on arrête ici, avant que le hedge remonte, qu'il y ait une dernière correction, un reset, puis qu'on repasse. De façon à m'assurer que ce mouvement-là soit plus susceptible de faire un bout de chemin que celui-ci où si on ouvre le hedge à ce niveau-ci, où on est rendu au top du top du top, tout fonctionne par cycle. Rappelez-vous, on monte puis on redescend. On remonte puis on redescend. Puis si on regarde USD JPY, les cycles sont assez calibrés. Donc, je vous donne des exemples, ce n'est pas la perfection, okay, où on tombe ISI. Vous voyez que les cycles, donc, il y a un temps qui leur est alloué. Puis si vous vous positionnez ici parce que vous pensez que ça va monter, bien, vous avez raison sur le long terme, mais là, on est en délit. Ça représente quand même plusieurs semaines, moins d'un mois, mais beaucoup de temps quand même avant que ça remonte. Donc, moi, je ne voulais pas m'engager ici, sans protection, puis que ça reparte dans cette direction-là. Auquel cas, j'aurais été obligé de refermer le hedge encore avec une perte potentielle encore plus grande. Il y a une partie de ma liquidité qui aurait été prise par le broker pour assurer le genre de positionnement que je faisais. Donc là, je suis en train de déhedger. Le hedge lui-même, entre ma première zone et ma deuxième zone, les pointillés que vous voyez là, ça représente à peu près
300 pips. Donc, c'est un hedge qui pourrait se résorber en 1, 2, 3 journées, une semaine ou deux. Ça sera pas, c'est rien de compliqué. C'est quelque chose que je vais pouvoir faire éventuellement. Donc, est-ce que j'ai bien agi dans les circonstances? Ben, j'ai engagé, j'ai attendu trop longtemps. J'ai pas réagi correctement. C'est pas souvent le cas, mais ça arrive. Quand on trade, malheureusement, il y a des dérives, des dérapes, des ratages. Et puis, il faut se préparer à ça. Donc ça c'est très, très, très énervant. C'est stressant quand on est dans un marché 24 heures comme ça puis qu'on se rapproche de notre ouverture, même si c'est 4 heures du matin, ben il faut être au poste. Ça a été le cas, évidemment, récemment. On regarde XAUUSD. Donc, l'XAUUSD, il a progressé énormément dans les derniers jours. On pourrait dire actuellement qu'on est dans une espèce de range à l'intérieur du dernier tiers du grand mouvement qui a été fait. Je vais m'expliquer là, si je ne suis pas clair. Je vais essayer de vous donner l'information la meilleure qui soit. Donc, ici, on range entre une résistance et un support sur cette ligne-là. Puis, on pourrait dire que, suivant la montée, OK, on a établi ici un ISI, il y a une correction, puis on travaille à l'intérieur de cette correction-là. Est-ce qu'on va descendre ou est-ce qu'on va remonter? Bien, il y a plusieurs facteurs qui vont agir sur le marché. À ce moment-là, on se réajustera. Je crois qu'on a des bonnes chances globalement de remonter, mais on n'est pas à l'abri à court terme d'une rétraction qui va peut-être nous mener encore un petit peu plus bon pour revenir jusqu'à ici ou ici. Mais globalement, on est haussier. Donc, les cassures qui vont se faire à ce niveau-là vont nous donner probablement des signaux plus forts que les cassures qui se font à ce niveau-ci. Parce que le marché de l'or, évidemment, les gens achètent de l'or quand il y a du tumulte au niveau de l'économie mondiale, puis on ne peut pas dire que tout va bien. Même chose pour la devise américaine. D'ailleurs, pour revenir à l'américain, parce que l'information tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais qu'on a rangé pendant longtemps à un prix donné, donc on va se mettre en weekly pour le fun, pour pouvoir faire ces observations-là. OK. Donc, ce que vous voyez, en fait, c'est ça. On a ici un graphe. Donc, les devises deviennent flottantes dans les années 1971, dans ces eaux-là, début du marché Forex tel qu'on le connaît. Il y a eu des déréglementations qui sont faites sous l'égide de Nixon et compagnie. Les Américains, évidemment, avaient une dette qui était en croissance, puis ont eu la bonne idée, à un moment donné, du fait que leur dollar était quand même intéressant pour beaucoup de personnes, de le mettre au ballottage. Donc, les devises, maintenant, se compétitionnent les unes contre les autres. Puis, ultimement, ben, il y a des gens qui achètent de la devise américaine et puis, c'est favorable pour les Américains. Mais, et aussi, 80% et plus des transferts qui se font encore en américain, plus ou moins, dans les pays occidentaux, du moins. On voit que le BRIC a cette concurrence, c'est ça. On pourrait dire qu'on a, à plusieurs reprises, travaillé là, sur certains niveaux, ici beaucoup. Il y a beaucoup de points de contact. OK. Ici aussi, il y en a quelques-uns. En analyse technique, on dit que 2 contacts suffisent pour déterminer qu'il y a une tendance. Puis il y en a une ici aussi, hein? Ici, là, ou plus haut un petit peu. On voit que ça, c'est une zone dans laquelle il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. On appelle ça une zone de valeur, où on a, à travers les ans, là, ça représente beaucoup de temps. On parle de 1993. Il y en a sûrement qui m'écoutent qui n'étaient pas nés à ce niveau-là jusqu'en 2024. Et là, on est sur un point de cassure. Et ce que je perçois ici, c'est une figure chartiste qu'on appelle un round bottom. Et là, on est en train probablement de faire l'espèce de reset avant que ça remonte. Donc, moi, j'entrevois pour la devise un avenir radieux pour les Américains. Je blague, là, parce que le dollar américain n'a pas cessé de perdre de la valeur sur le fond, parce qu'il y a beaucoup de quantitative easing qui se fait de la part de la Banque centrale. Puis la devise américaine, il y en a de plus en plus en disposition, mais sa valeur absolue a baissé. On le voit ici. Mais si vous allez voir des graphes
depuis les années 1700, vous allez voir, c'est une chute libre. Le dollar américain a fait ça. Puis là, on est au niveau plancher comme ça ici. C'est là où on est. Donc ça ici, là, c'est ça, là. OK? Par rapport à ce que c'était dans les années 1700. Donc, notre devise ici, qui est en compétition contre le yen, qui lui aussi vit des problèmes, risque de progresser dans les prochaines semaines parce qu'un peu comme l'or, on l'utilise dans les périodes difficiles. Et puis, ça, ben, c'est un bon mouvement. OK? En weekly, c'est un bon mouvement, mais on pourrait facilement là, monter à l'intérieur de ce range-là. Je ne vous dis pas qu'on va venir à ce niveau-ci, mais ici ou ici, on a des très, très bonnes chances. On est à côté. Donc, je vous dirais qu'on pourrait, en état rationnel, se dire que un des prochains grands passages, là, le prix de 200, c'est tout à fait possible, ou même celui-ci, là, de 177. Donc, moi, mon hedge à 161, mon hedge va être complètement asséché si je peux l'ouvrir prochainement. Et rendu là, ben, je vais retomber dans le gain avec mon hedge. C'est-à-dire que ma position du bas va être enlevée. Plus je vais me rapprocher de mon point de départ, plus ce qui est dans mon compte sous marge gelé va revenir à disposition. Et quand je vais dépasser les deux positions de 10 que j'ai prises côte à côte, à ce moment-là, je rentre dans le gain. Je pense sérieusement qu'on peut monter dans les 165 assez rapidement. Même 177, là, je pense que ça, c'est quelque chose, ça correspond au lowest low qui avait été fait dans les années 1978. Donc, je pense qu'on va retourner là. On s'en va là du fait du contexte. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. La semaine prochaine, il y aura l'âge pour moi. Ça va être complètement relax. On va se trouver à ce moment-là entre Noël et le jour de l'an. Et je vais reprendre l'année après ça en force. On va essayer de faire plus de vidéos, d'être présent encore plus. J'en faisais 2 à un moment donné cet été pendant longtemps. Là, maintenant, j'en fais 1 par semaine. Puis mon intention éventuellement serait d'en faire peut-être 3. 2 à partir de chez moi, 1 à partir du bureau. Pour ceux qui veulent nous rencontrer, gênez-vous pas, on est toujours là. Il y a la seule journée où on est fermé, c'est le jour de Noël même et le jour de l'an. Pour le reste, vous m'appelez quand vous voulez, je vais vous parler, je vais répondre à vos questions. Faites des commentaires, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un contact avec vous. Donc, on espère que la prochaine année qui s'en vient va être pleine de santé pour vous, votre famille, du succès, hein? C'est quand même important, ça aide à payer le loyer, prendre des vacances puis décanter. Et j'espère que vous allez continuer à avoir du plaisir à faire du trading, puis à être de ceux qui réussissent. Donc, pour n'importe quoi concernant le trading, ça me fait plaisir, vous m'appelez. Ou vous passez par le bureau en vous annonçant. Donc, mesdames, messieurs, passez des belles vacances, amusez-vous, et puis à la prochaine. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.